Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Abeille Noire. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors sans plus attendre, nous allons aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est l'hygiène dans l'élevage. En effet, nous ne pouvons pas élever des rennes de qualité si nous n'avons pas un minimum d'hygiène. Et cette hygiène commence notamment par le nettoyage de tout ce qui est porte-cupule, bigoudi, cagette. Tout ce matériel doit être régulièrement nettoyé et désinfecté. Suivez-moi, je vous montre comment je fais. Tout pour permettre au vernis de sécher parce que les abeilles n'aiment pas ce goût-là. Je remplace la défaillante ou la plastique par une cellule. Alors non, les abeilles ici ne sont pas des noires. Vous voyez beaucoup d'annonces. Il n'y a presque rien. Et là, certains disent que l'abeille noire est agressive, mais en fait je peux vous prouver que non, c'est pas du tout agressif. Ça va durer 24 heures et puis il y aura plus de vino. Comme le 23 février et il semblerait que la tempête ramène du pollen, on les voit notamment dans les crocs. En fait, la semaine passée, le palais n'a pas du tout De manger tout le candy que j'ai préparé. Tout le temps. « 30 g de cristaux de soude et 1 litre d'eau sont mis à bouillir pour une recette particulière. À force d'emploi, les porte-cupules, les cagettes, les bigoudis, enfin tout le matériel d'élevage a tendance à être encombré de cire et de propolis. Et pour une question d'hygiène, je suis obligé de les nettoyer et de les remettre à neuf. Lorsque la solution bout, j'y verse les pièces à nettoyer. J'attends de nouveau un petit bouillon et ensuite je retire la totalité hors du feu. Regardez un peu la couleur du jus qui est retiré, c'est vraiment un sacré nettoyage. Ce que j'utilise donc ce sont bien des cristaux de soude et pas de la soude caustique, hein, c'est différent. Après une première ébullition, je rince convenablement la préparation et ensuite je reverse le tout dans un deuxième bain de soude pour détacher vraiment ce qui reste. Donc même procédé ici, hein, j'agite un petit peu avec une spatule de manière à bien faire fondre tout ce qui reste. Une fois la deuxième ébullition avec les cristaux de soude terminée, je n'ai plus qu'à refaire bouillir une seule fois, mais dans de l'eau fraîche cette fois-ci pour bien rincer et enlever les traces de soude. Ensuite je verse tout dans l'évier et puis après ça je récupère tous mes porte-cupules, mes cagettes, mes bigoudis, enfin tout ce que j'ai nettoyé et je les passe un coup sous l'eau glacée de manière à bien rincer et bien refroidir le plastique. Cette dernière étape faite, je me retrouve maintenant avec du matériel tout propre, prêt à resservir, tout neuf, tout désinfecté. Et c'est pareil pour tout ce matériel, hein. J'ai toujours des cagettes chez moi qui me resservent, ce ne sont pas les cagettes dans lesquelles je vends les rennes, mais ici elles me resservent très régulièrement, donc au bout d'un temps, il y a de la cire, il y a de la propolis, tout se bouche, et bien
je nettoie, je redésinfecte et pareil, hein, c'est le même processus, 2 bains de soude, puis un rinçage et un nettoyage et voilà les cagettes qui seront de nouveau à neuf. Voilà, donc ici je verse bien les cagettes dans le deuxième bain de soude et donc je termine vraiment ma préparation avec un bon petit bouillon. Je refais un deuxième passage à nouveau avec de l'eau fraîche, histoire que tout soit bien décroché et je me retrouve avec des cagettes qui sont comme neuves, si ce n'est qu'il n'y a plus le petit clapet qui protège le candy, mais ça vous pouvez toujours le boucher avec un peu de toile isolante ou du scotch, enfin si vous voulez quelque chose qui referme. Quand elles sont bien propres et rincées, je n'ai plus qu'à les remonter et ça resservira pour la prochaine fois. Je profite qu'il y a du soleil pour étendre tout sur la table de jardin. Ça va permettre à tout ce petit matériel de pouvoir sécher tranquillement avant de pouvoir les remiser et m'en resservir pour la prochaine étape de l'élevage ou de l'introduction des rennes. Voilà. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas besoin de jeter, on peut récupérer. Comme vous le savez, les abeilles entretiennent une relation très étroite avec la flore. Alors, certaines plantes n'ont pas besoin des abeilles ou d'autres insectes. Je pense notamment aux plantes qu'on dit anémophiles. Les plantes anémophiles sont celles qui vont lâcher une multitude de grains de pollen dans l'atmosphère. Alors c'est parfois le pollen qui est très dérangeant pour beaucoup de personnes. C'est le pollen qui provoque l'allergie. En le respirant, le système immunitaire développe une allergie. Les autres plantes sont les plantes qui sont dites entomophiles. Dans entomos, nous entendons insectes. Ces plantes ont besoin des insectes pour être fécondées. Ce sont toutes les plantes à fleurs, généralement, des plantes dont les fleurs sont là pour attirer l'insecte. L'abeille, étant pourvue de poils, va capter dans sa toison des grains de pollen qu'elle va transporter d'une fleur à l'autre et assurer ainsi la fécondation. Alors, il y a plusieurs mécanismes dans les floraisons. Il y a les plantes qui sont juste là pour faire de jolies fleurs qui attirent les insectes, qui réagissent notamment aux UV, et donc les couleurs que nous percevons sont des couleurs différentes de celles que perçoivent les abeilles. Il y a aussi d'autres plantes qui ont différents mécanismes. Ne fût-ce déjà que la chute des pétales lorsque la fécondation est assurée, c'est déjà un mécanisme un peu plus élaboré qu'une simple fleur qui s'ouvre puis qui fane. Il y a encore d'autres types de plantes qui ont développé le mécanisme plus loin pour permettre une fécondation beaucoup plus efficace et rapide. Et je pense notamment au marronnier d'Inde. Je vais vous expliquer en quoi son mécanisme est un petit peu particulier. Le marronnier d'Inde, originaire des Balkans comme son nom ne le suggère pas, est un magnifique arbre. Les abeilles récoltent la résine pour faire de la propolis, mais aussi, lors de la floraison, du nectar et un peu de pollen. Si vous regardez ces fleurs de plus près, certaines sont jaunes, d'autres roses. Est-ce que vous savez pourquoi? Chez le marronnier, les fleurs sont blanches et jaunes si elles ne sont pas fécondées. Le jaune attire naturellement les insectes. Une fois fécondée, la fleur n'offre plus rien et le jaune vire au rose. Dans le règne végétal, il existe une série de mécanismes physiologiques assurant une synchronisation entre la sécrétion des substances attractives ou du nectar et la maturité des anthères, la libération du pollen et la réceptivité du stigmate de la fleur. Les abeilles qui butinent le marronnier apprennent cela et perdent moins de temps à visiter les fleurs dont elles n'ont plus besoin et se dirigent plus efficacement sur celles dont le travail reste à faire. Le marronnier est plus vite fécondé de ce côté. En fait, entre ces deux-là, c'est une relation win-win. Je suis certain que vous ne regarderez plus les fleurs de marronnier de la même façon dès à présent. Alors je vais vous emmener à présent, on va retourner au niveau de l'élevage des rennes. Donc j'ai les premières colonies qui sont rentrées du rucher de fécondation. Certaines colonies sont en ponte et d'autres ne le sont pas. Pour celles qui sont en ponte, il est temps de marquer les rennes. Alors c'est tout un processus que je vais vous expliquer, qui n'est pas compliqué. Je vous emmène voir.
Les essaims sur cadre sont rentrés maintenant au rucher chez moi et je vais pouvoir commencer à marquer les reines. Un premier tri avait été fait sur le rucher dans la région de Chimay pour pouvoir trier les colonies qui sont soit en ponte, soit sans ponte. Les colonies sans ponte sont placées sur un autre rucher de manière à pouvoir revérifier après pour voir s'il reste une reine ou pas, si elle est vierge ou si elle va démarrer sa ponte avec un peu de retard. Pour trouver la reine qui n'est pas marquée, j'examine tout, aussi bien la partition que les parois de ruche, parce que les jeunes reines, dans leur début de vie, sont encore très agiles et ont tendance à s'agiter très fortement et courir dans tous les sens. Concernant les colonies qui n'ont pas encore d'œufs, je regarderai s'il n'y a pas de reine non plus, je réintroduirai une cellule prête à naître ou une reine en ponte si j'en ai dans les nucléi. Ah, L'avez-vous repérée? Comme je vous dis, elle court dans tous les sens, elle est fort agile, hein. La voilà. Par contre, moi j'ai le malheur de quitter la reine des yeux pour voir si sur la caméra vous pouvez observer quelque chose. Et pour le coup, j'ai perdu des yeux et je dois de nouveau faire la recherche. Et bien sûr, c'est assez frustrant. Habituellement, je l'aurais déjà attrapée et mise en cage. Mais là, il faut que je recommence et on a toujours le risque avec une jeune reine qu'elle s'envole. Et comme elle n'est pas repérée sur ce rucher-ci, on risque vraiment de la perdre parce qu'elle ne reviendra pas à sa ruche. Cela dit, dans ma vie, c'est pas la première reine que je recherche et je finis par la trouver. Et donc voilà, je viens de l'attraper et je vais pouvoir la laisser tomber dans le creux de ma main pour la mettre en cagette. Je replace le cadre de couvain, je vais remettre aussi la partition dans la ruche et je vais pouvoir la refermer momentanément de manière à ne pas créer trop d'excitation dans le rucher. J'ai gardé mes superbes lunettes de vue rapprochée, mais ça m'est utile pour voir les œufs et le reste des détails. J'ai préparé quelques bigoudis qui sont montés sur plot avec une cupule à l'intérieur pour ne pas qu'il y ait de trous dans le plot. Et évidemment, je vais identifier chaque bigoudi avec le numéro de la ruche et le futur numéro de la reine, de manière à ne pas me tromper quand je ramènerai les reines dans les ruches après les avoir marquées. J'ai toujours la reine dans la main, je vais la placer dans le bigoudi. Donc là, c'est un tube que j'introduis dans la main. Dès que la reine s'enfonce dedans, je peux refermer et retourner alors à l'atelier pour aller marquer les reines. Je vais m'occuper d'une reine après l'autre. Je prends l'étiquette d'identification de la reine, je place sur la cagette avec Candy qui me servira à déposer la reine plus tard. Je prends la plaquette qui contient les pastilles d'opalite avec numéro, qui sont jaunes pour cette année. Avec un cure-dent, je décroche la première partie et puis après, je dois essayer de la retourner de manière à la voir face à moi. À présent, je place la reine dans la main et je l'attrape. Alors c'est une manipulation, il faut un peu d'entraînement pour arriver à le faire, mais on peut très bien s'entraîner avec des faux bourdons, hein. Pour coller la pastille, maintenant j'utilise de la super glue en gel. Parce qu'en liquide ça abîme la reine, ça coule sur les côtés. Le gel va permettre de pouvoir faire un travail de précision. Les vernis et les cols vendus dans le commerce pour les abeilles ne tiennent pas longtemps et vous perdez votre pastille assez rapidement. Je mouille la pointe du cure-dent avec la salive de manière à pouvoir attraper la pastille. Quand je l'ai, je l'applique sur le thorax de la reine, fermement mais sans lui faire de mal. Et à partir de ce moment, il ne faut plus la lâcher, sauf pour la mettre dans une cagette. Si, comme ce cas-ci, elle vient à s'échapper hors de la cage, n'essayez surtout pas de la rattraper avec les doigts. Vous pourriez faire glisser la pastille et la colle sur la reine, et là, elle serait abîmée, les abeilles ne la garderaient pas, ou elle aurait des difficultés pour pondre plus tard, et donc deviendrait complètement inutile. C'est dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien. Désormais, la reine de la ruche 14 portera un nom, ce sera N2201, 22 l'année de naissance, 01 c'est le numéro de la pastille, le N pour noir. Et FC, ce sont mes initiales, Frédéric Catoul. Quand c'est fait, je vais introduire dans l'ordinateur toutes les données
de manière à pouvoir avoir une traçabilité de mes rennes pour les ruches, aussi bien pour la mère que bien sûr la fille qui sera introduite pour le numéro de ruche correspondant. Et à ce moment-là, nous pourrons aussi faire une évaluation dans les prochains mois, mais principalement pour l'an prochain. Beaucoup d'apiculteurs se moquent de tout ça, hein, tant qu'ils ont une couleur de la pastille pour voir de quelle année elle est et avoir facile la repérer dans la ruche, ben c'est suffisant. Mais quand vous sélectionnez, vous êtes obligé de faire attention à tout ça. La traçabilité est essentielle. Ici, je vérifie que la cagette correspond bien à la ruche dans laquelle je vais réintroduire la reine. En l'occurrence, c'est le cas. Avec un tout petit peu de fumée, je fais redescendre tout le monde et je pose ma cagette sur le dessus de cadre pendant que j'en profite déjà pour agrandir l'essaim qui a besoin de se développer. Donc je lui place une cire gaufrée et ensuite je n'ai plus qu'à refermer le nid à couvain en remettant le cadre de rive qui accroche un petit peu avec la propolis. Je n'ai pas pris mon tournevis, pas bien. Le voilà en place. Et à présent, je vais prendre la partition pour refermer le nid jusqu'à la prochaine fois. Ce sont des partitions en polystyrène dense qui ont un très bon pouvoir isolant et qui permet de bien garder la chaleur dans le nid. À présent, je vais pouvoir réintroduire la reine dans la ruche, mais toujours en cagette, puisque avec la super glue, les odeurs de colle peuvent être dérangeantes. Il vaut mieux qu'il y ait plusieurs heures d'évaporation. Par contre, je récupère le petit ruban avec le nom de la reine. Le clapet devant le candy, bien sûr, a été retiré de manière à ce que les ouvrières puissent ronger le bouchon de candy et libérer leur reine dès que possible. Donc en quelques heures. La reine est introduite, la colonie est augmentée de taille, je peux refermer et surtout à présent, maintenant, je vais noter le nom de la reine sur la ruchette de manière à avoir vraiment ma traçabilité et mes repérages complets. La mère avait une pastille bleue, la fille a une pastille jaune, les couleurs sont respectées. Donc pour rappel, N pour noir, 22 l'année de naissance, 01 c'est le numéro de la pastille, FC mes initiales. Voilà, et de ruche en ruche maintenant je vais pouvoir continuer mon travail ainsi que le marquage des rennes jusqu'à ce que tout soit terminé et que j'ai fait le tour de toutes les colonies. J'espère que ça aura éclairé certains de savoir pourquoi nous marquons les rennes et comment. Décidément, on peut dire qu'on ne s'ennuie pas quand on est apiculteur. Voilà, je referme ma colle pour ne pas qu'elle s'évapore. Et nous aurons terminé le travail dans l'atelier, en tout cas de marquage, jusqu'à la prochaine fois. Voici de nouvelles rennes dans de nouvelles ruchettes, bien marquées. Voilà, donc maintenant vous savez pourquoi je marque les rennes. Ces rennes seront évaluées pendant plus d'une année sur différents critères comme la douceur, la tranquillité, la résistance aux maladies, le bon hivernage, le développement printanier, bref, tous des critères qui s'ajoutent les uns après les autres et qui vont permettre de déterminer quelles seront les meilleures colonies et donc celles sur lesquelles on a envie d'élever et de pouvoir continuer à propager l'espèce, tout en étant que la moitié de la génétique est arrivée de manière naturelle par les mâles qui sont en train de tourner sur la région de Chimay. À présent, nous allons aller récolter un essaim. Alors l'essaim, il n'est pas allé très loin, il est arrivé à nous. Chaque année, j'en ai quelques-uns comme ça qui arrivent et il s'est installé dans le pommier qui est juste là derrière. Je l'ai récolté et cet essaim m'a réservé quand même une petite surprise. Venez avec moi, je vous montre. En ce début d'après-midi, un essaim est en train de se former dans le jardin. Ce n'est pas la première fois. D'où viennent ces bestioles encore? Ça, je n'en sais rien. Je sais que ce ne sont pas des noirs, ça c'est sûr. Elles ont décidé de venir se poser en plein milieu du jardin. Bon, ben voilà, hein, c'est une colonie de plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, on va la récupérer. Chaque année, nous avons à peu près 1 ou 2 essaims qui viennent s'installer dans notre jardin. Donc des essaims qui vont rechercher un gîte, mais qui font une étape par chez nous. L'an passé, c'était dans le noisetier pourpre. Cette année, c'est le pommier. Alors, ceci c'est bien pratique. C'est un élément Waré
En dessous, j'ai placé un élément qui est complètement grillagé pour une aération. Et au-dessus, simplement un chasse-abeilles. Alors le but ici, ça va être de faire entrer l'essaim dans la ruche. On replace le chasse-abeilles et on s'en va. On peut revenir quelques minutes à quelques heures plus tard. Ce qui va se passer, c'est que si la reine est dedans, toutes les abeilles vont battre le rappel et pénétrer pour aller la rejoindre en sentant avec l'odeur. Elles vont rentrer dedans, elles passent par le chasse-abeilles, elles restent dans la boîte et vous avez capturé votre essaim. Toutes les abeilles s'en vont. Alors si vous êtes chez les gens, c'est très pratique parce que autour de l'arbre, d'habitude, il reste toujours une bonne poignée d'abeilles. Les gens sont super inquiets pendant plusieurs jours. Bah, ici, si vous avez récupéré tout, vous partez, vous laissez un emplacement qui est bien propre et sans abeilles. Ça fait plaisir à tout le monde. Cet essaim en tout cas a l'air vraiment très gros. Allez, on y va? Je secoue les petits débris qui étaient restés du précédent essaim pour les faire tomber à terre. Sans me presser et sans spécialement attendre que l'essaim soit complètement formé, je secoue la branche pour faire tomber la grappe dans la boîte. Les abeilles sont en train de remonter la paroi, je fais retomber tout le monde avec une secousse et récupère ce qui est encore en train de se reformer sur la branche. Ensuite, je pose au sol et je place le chasse-abeilles par-dessus. Hop, dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. On va mettre les bons numéros. Ici, je le fais pivoter dans demi-tour parce que les attaches, comme on met entre les plateaux et les corps de ruche, sont numérotées et sont adaptées. Et voilà. Et donc, si la reine est dedans, elles ne vont pas tarder à venir faire battre le rappel ici et tout le monde va y rentrer. Et c'est donc évidemment ce qui se passe. Après quelques minutes, les premières abeilles se rassemblent. Il y en a toujours plus qui arrivent et qui s'agglutinent sur le plateau, sur le dessus, et qui rentrent par le trou dans le chasse-abeilles. Apparemment, ici, la population est bien jaune, bien uniforme. Ce serait peut-être bien des abeilles buckfast. Alors, la reine est dans la ruche, donc je ne sais pas dire à quoi elle ressemble. Mais nous verrons plus tard, vraisemblablement, quand j'installerai l'essaim. Et les abeilles se récoltent facilement, hein. Après 3 quarts d'heure, voilà ce qui reste. Alors toujours vérifier qu'il y a de l'aération en dessous. Ici j'ai placé un petit bois, mais regardez comme elles sont bien rentrées. Quand il n'y a plus rien sur la branche en fait, donc elles sont déjà toutes dedans. Et puis maintenant je n'ai plus qu'à faire rentrer les quelques dernières, alors je les aide parfois, c'est un peu de la patience, hein, je pourrais attendre, mais voilà, avec la main je les bouscule un petit peu, je les pousse dans le trou, elles rentrent dedans. Au premier abord, c'est autre chose comme type d'abeille que ce que j'ai récolté l'autre jour dans la haie, si vous vous souvenez, qui était super agressif, qu'il est toujours d'ailleurs, je n'ai toujours pas changé la reine, mais voilà. Alors, comme ça doit rester encore un petit peu exposé au soleil, je place un drap par-dessus, de manière à faire de l'ombrage, pour ne pas que les abeilles soient incommodées par la chaleur. J'ai placé devant la ruche dans laquelle je vais installer l'essaim une ancienne partition et de bois pour faire un plan incliné. Par-dessus j'y mets l'ancien torchon, l'ancienne serpillière. Ça va me permettre de faire un plan incliné pour faire entrer les abeilles. Nous allons faire avec ce qu'on appelle la procession des abeilles. Entre le piégeage de l'essaim et ce moment-ci, il y a 2 heures qui se sont écoulées. J'enlève les 2 crochets qui maintiennent le chasse-abeilles au corps de ruche et je claque un bon coup sur le sol de manière à faire tomber toute la masse dans le fond. À présent, je verse l'essaim sur le plan incliné formé avec la serpillière. Voilà, je fouille mes poches, je sais c'est moche. Alors je prends toujours une cagette avec moi. Si je vois la reine, je vais l'attraper, la marquer
ce sera plus facile pour la prendre après, pour la retrouver après. En saison, c'est toujours très utile d'avoir avec soi des bigoudis ou des cagettes pour emprisonner les rennes pour certaines opérations. Même pour uniquement quelques minutes. Par contre, ce sont des cagettes qui traînent dans ma poche. Je crois que j'aurais intérêt à remettre un peu de candy. Ben oui, en fait, le but d'avoir le candy dans la cagette, en dehors de nourrir la reine, c'est aussi de pouvoir la contenir dans la cagette sans qu'elle ne se sauve. Allez, c'est par là au-dessus. Comme il semble qu'elles ont difficile de trouver l'entrée, je vais mettre quelques abeilles vers l'entrée de manière à amorcer la montée de l'essaim. La reine. Dit comme ça, on croirait vraiment Sa Majesté qu'on annonce à la cour royale. Mais enfin, c'est simplement la joie de la trouver à chaque fois, je trouve. Voilà. Donc ici, comme la reine est en cagette, il n'y a pas besoin de la marquer. Vous avez vu, elle a une pastille qui est collée sur le dos. Et je vais la mettre près de l'entrée. Et regardez, tout de suite, les abeilles vont commencer vraiment à monter beaucoup plus rapidement. Et bien sûr, je libérerai la reine vers l'entrée dans 2-3 minutes quand il y aura beaucoup plus d'abeilles qui auront déjà pénétré dans la ruche. Par contre, c'est bizarre. On dirait 2 essaims, ça rechigne à monter. Ah ça, vous le croirez, il y a une deuxième reine. Regardez ici. Celle-là, c'est le numéro... Combien? Numéro 19. Ah, voilà pourquoi ça ne rentre pas bien. Eh ben... on va l'enlever, hein. On n'a pas besoin de 2. Et voilà. Et finalement, j'ai changé d'avis, j'aurais besoin des 2 reines. Une bonne partie était montée dans la première ruche, dans une deuxième, j'installe l'autre reine, la numéro 19, l'autre c'était la 21, et j'ai déplacé la planche avec les 5 qui restaient. Voilà. Vous avouerez tout de même que ce n'est pas banal d'avoir 2 reines comme ça dans un essaim. Souvent, bon, ça c'est connu, hein, les essaims avec des reines qui sont encore vierges, mais là, 2 reines marquées qui se retrouvent ensemble, c'est autre chose. Voilà, nous allons déjà nous quitter. Je suis très heureux que vous m'ayez suivi jusqu'à présent. Je vous remercie pour cela. Sirius est super intéressé par les méconopsis. Oui, qu'est-ce qui se passe là, hein? Nous vous remercions, Sirius et moi, de nous avoir suivis jusqu'à présent. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, ainsi que sur notre site internet. Ah, c'est un bourdon, Sirius, hein. On n'y touche pas. Non, tu vas te faire piquer. Tu le sais bien maintenant. Voilà, je vous remercie. Je vous dis au revoir, à très bientôt. J'espère vous retrouver la semaine prochaine. Salut!